C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans ce numéro du Grand Mag sur Lumière Monde Télévision. Merci de nous écrire, merci de nous donner vos commentaires sur Facebook. Faisons place au sommaire. Le tribunal arbitral du sport a rejeté mercredi le recours de l'athlète Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme obligeant les hyperandrogènes comme elle à faire baisser leur taux de testostérone. La chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 a plongé le pays dans le chaos. Depuis 2015, deux autorités rivales se disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement de Tripoli, et de l'autre, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Tempête, désastre, chaos pour les médias britanniques, les mots manquent pour décrire les conséquences du référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bientôt 3 ans après le vote, chaque camp paraît divisé, chaque citoyen partagé. Pour y voir clair, retour sur les grandes étapes de cette crise historique. Enfin, alors que les chrétiens célébraient la Pâque le dimanche 21 avril dernier, une série d'explosions a ciblé 3 églises. Plusieurs grands hôtels ont également été visés. Le résumé de ces événements tragiques dans ce numéro du Grand Mag. Le mercredi 1er mai dernier, le tribunal arbitral du sport a rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme. L'athlète sud-africaine conteste une mesure qui oblige les sportifs hyperandrogènes comme elle, c'est-à-dire qui ont un taux élevé de testostérone, à le faire diminuer pour participer à des compétitions. Détentrice de 2 médailles olympiques, de 3 titres mondiaux, Caster Semenya a toujours rejeté ce type de traitement médical. Retour en images sur 10 ans de polémique au sujet de l'hyperandrogénie de Caster Semenya. Voici Caster Semenya. En 2009, à 19 ans, cette Sud-Africaine a été couronnée championne du monde du 800 mètres à Berlin. Mais en coulisses, voici la question que lui pose un journaliste. I heard one that you born a man. What do you have to say about stuff like that? I have no idea about that thing because I haven't heard that thing. Who said it? And I don't know. I don't give a damn about it. Ce doute a été rapidement balayé, d'abord par sa famille qui présente son acte de naissance, puis par la Fédération internationale d'athlétisme qui la soumet à des tests de féminité. Et pourtant, près de 10 ans plus tard, après avoir gagné 2 titres olympiques et 3 titres de championne du monde, elle ne va pas pouvoir concourir dans les grandes compétitions, à moins de se soumettre à un traitement hormonal. Le motif, son hyperandrogénie. Expliquons dans un premier temps ce qu'est l'hyperandrogénie. C'est un syndrome résultant d'un excès de production d'hormones sexuelles mâles, les androgènes, et notamment de la testostérone. Les femmes concernées ont un taux sanguin de testostérone plus élevé que la moyenne, ce qui a un effet sur leur corps. Il faut savoir que la testostérone est générée en grande quantité chez les hommes, essentiellement par les testicules, et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement sexuel. Mais cette hormone est aussi produite en quantité moindre chez les femmes par leurs ovaires. Caster Semenya, elle, en produit beaucoup. Chez elle, l'origine de cette surproduction est génétique, comme c'est le plus souvent le cas, même si d'autres causes médicales peuvent avoir ces effets. Face aux critiques, c'est d'ailleurs cette origine naturelle de l'hyperandrogénie que pointe Caster Semenya. Dieu m'a créé comme je suis, je m'accepte et je suis fière. La réponse est la même pour Francine Niyonsaba, une athlète burundaise touchée par le même syndrome. For sure, I didn't choose to born like this. What am I? I'm created by God. So, someone had more question about it. Maybe can God ask God? I love myself. I will still Francine. I will not change. Mais les succès de ces sportives hyperandrogènes très présentes dans certaines disciplines sont critiqués par la Fédération internationale d'athlétisme. Selon elle, l'hyperandrogénie sera à l'origine d'écarts de performance entre les coureuses. C'est ainsi qu'en 2011, la fédération impose des seuils de testostérone aux athlètes femmes. Celles dont les taux les plus élevés sont comparables aux plus faibles de ceux des hommes se voient interdire les compétitions si elles ne suivent pas un traitement hormonal. Mais ce règlement est cassé par le tribunal arbitral du sport en 2015 après un procès mené par Dutee Chand, une sprinteuse indienne hyperandrogène.
Le tribunal reconnaît que le lien entre hyperandrogénie et performance sportive n'a jamais été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, Dutty Chand a beau être hyperandrogène, son palmarès, contrairement à celui de Caster Semenya, est assez modeste. Mais en avril 2018, la Fédération internationale d'athlétisme relance la bataille. Elle tente de faire passer un nouveau règlement pour imposer un seuil de testostérone aux athlètes féminines. The core value for the IAAF is the empowerment of girls and women through athletics. The regulations that we are introducing are there to protect the sanctity of fair and open competition. La fédération explique vouloir préserver l'équité entre les sportifs sur les courses allant de 400 mètres à 1 mile, c'est-à-dire 1609 mètres. Dans ce nouveau règlement, les sportifs hyperandrogènes sont dites affectés d'une différence du développement sexuel, appelée DSD. En juin 2018, cette fois, c'est Caster Semenya qui attaque ce règlement devant le tribunal arbitral du sport pour empêcher son application. Durant cette procédure, elle est soutenue par les autorités de son pays. What's at stake here is far more than the right to participate in a sport. Women's bodies, their well-being, their very identity, their privacy, their sense of safety and belonging in the world are being questioned. Le 1er mai 2019, le tribunal arbitral du sport a maintenu ce nouveau règlement. Caster Semenya ne pourra plus participer à des compétitions internationales sur ses distances de prédilection si elle n'accepte pas de traitement hormonal. Mais si Caster Semenya a perdu son procès contre la Fédération internationale d'athlétisme, elle a cependant gagné celui de l'opinion. Ses performances et sa personnalité charismatique lui assurent une importante popularité dans son pays. La Fédération internationale d'athlétisme va appliquer cette réglementation aux épreuves mêlant force et endurance du 400 mètres au 1000. Avantage unique, disent les uns, don naturel, répondent les autres. 8 ans après la mort de Muammar el-Kadhafi, en octobre 2011, la situation politique reste instable dans le pays. La majeure partie du territoire est contrôlée par l'armée nationale libyenne qui obéit aux ordres de son commandant suprême, le général Khalifa Haftar. À Tripoli, la capitale du pays, siège un gouvernement d'union nationale avec à sa tête Fayez Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Comment le pays en est-il arrivé là? Explication en carte et en images. Voici une carte de la Libye. Et voici les territoires contrôlés par le Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Fayez Sarraj. Le reste du pays, lui, est majoritairement tenu par l'armée nationale libyenne, l'ANL. Ce sont les restes de l'armée de Muammar Kadhafi auxquels se sont ajoutées des milices. Elle répond aux ordres du général Khalifa Haftar, un militaire qui s'oppose au gouvernement de Sarraj. Enfin, une troisième partie du territoire est entre les mains de minorités non-arabes du sud, essentiellement des Touaregs et des Toubous, dont les allégeances sont changeantes. Même si le régime de Kadhafi est tombé il y a déjà plus de 8 ans, la situation reste instable. Alors comment la Libye en est-elle arrivée là ? Tout commence avec la mort de Muammar Kadhafi en octobre 2011, qui ouvre une période d'instabilité. Au début, les choses fonctionnent. Le 7 juillet 2012, moins d'un an après la chute du dictateur, la première élection démocratique du pays est organisée. Les partis libéraux en sortent majoritaires, suivis par des formations islamistes. Ensemble, ils forment le Congrès général national, le CGN. Mais très vite, le CGN fait face à de nombreux problèmes pour diriger le pays. Tout d'abord, les milices. Constituées pendant la guerre civile, elles ne sont pas désarmées et continuent de jouer le rôle de l'armée et de la police. Or, le problème, c'est que si elles étaient unies par l'objectif commun de faire tomber Kadhafi, elles défendent, dorénavant, leurs propres intérêts. À Benghazi, par exemple, certaines de ces milices, plutôt à tendance islamiste, participent à une série d'attaques et d'assassinats politiques.
Ce contexte d'insécurité complique dans le même temps la situation économique. Entre juillet 2013 et juillet 2014, des groupes armés bloquent plusieurs installations pétrolières, la principale rentrée d'argent du pays. Résultat, en un an, la production pétrolière est divisée par 6. Enfin, la vie politique de la Libye est également perturbée par la loi de bannissement politique. Cette loi, votée en 2013, écarte définitivement du pouvoir toutes les personnes ayant eu des responsabilités du temps de Kadhafi. Très controversé, ce texte exacerbe les tensions entre les différents partis politiques. C'est dans ce climat déjà instable que de nouvelles élections ont lieu. Des élections qui vont couper la Libye en deux. Nous sommes alors le 25 juin 2014. Les Libyens doivent voter pour élire une nouvelle assemblée qui viendra remplacer le CGN. C'est la Chambre des représentants. Les résultats de cette élection déclenchent une guerre civile qui éclate durant l'été 2014. Les partis islamistes sont les grands perdants de cette élection. Ils ne reconnaissent pas le vote et remettent en place le CGN, dans lequel ils avaient beaucoup plus de pouvoir. Parallèlement, la Chambre des représentants fuit à Tobrouk, dans l'est du pays. La Libye se retrouve donc avec deux parlements qui forment ensuite deux gouvernements concurrents. L'organisation État islamique, elle, profite du chaos ambiant pour s'installer à Sirte, entre le territoire contrôlé par Tripoli et celui contrôlé par Tobrouk. Pour lutter contre son influence grandissante, la communauté internationale propose alors de partager le pouvoir entre les deux camps. Ce sont les accords de Skhirat. Ils prévoient que le CGN de Tripoli et la Chambre des représentants de Tobrouk acceptent l'autorité d'une troisième entité, un gouvernement d'union nationale. En échange, les deux institutions gardent du pouvoir politique. Le CGN devient un haut conseil d'État et la Chambre des représentants de Tobrouk devient le Parlement de toute la Libye. Le 17 décembre 2015, ces accords sont signés par les délégations du pouvoir de Tripoli et de Tobrouk. Or, c'est justement à la suite de ces accords qu'émergent les deux figures qui contrôlent actuellement la Libye. Fayez Sarraj est le premier ministre du gouvernement d'union nationale mis en place par les accords de Skhirat. Il n'a pas été élu, mais il est reconnu par la communauté internationale. Le Congrès général national laisse le gouvernement de Sarraj s'installer à Tripoli le 5 avril 2016. Mais la Chambre des représentants de Tobrouk revient sur les engagements pris à Skhirat et n'investit pas le gouvernement de Sarraj. Une décision prise sous la pression du général Haftar. Ce militaire est un ancien proche puis opposant de Mouammar Kadhafi. Il est le commandant suprême de l'armée nationale libyenne et ses partisans contrôlent la Chambre des représentants de Tobrouk. Le général Haftar s'est bâti une légitimité en affrontant les milices islamistes qui terrorisaient Benghazi en 2013. Puis, en s'appropriant 3 ans plus tard le croissant pétrolier, cœur économique du pays. Depuis les accords de Skhirat, la carte de la Libye a un peu changé. Les forces militaires qui répondent à l'autorité du Premier ministre Sarraj ont repris le contrôle des territoires envahis par l'organisation État islamique. Mais dans le même temps, par un jeu d'alliances et de manœuvres militaires, le général Haftar a gagné beaucoup de terrain sur son rival. Nous voici maintenant revenus à la carte du début de la vidéo. On récapitule. Fayez Sarraj, le Premier ministre officiel de la Libye, est reconnu par la communauté internationale, mais il ne contrôle qu'une petite partie du territoire libyen. A l'inverse, le général Haftar n'a d'autre légitimité politique que d'être soutenu par la Chambre des représentants de Tobrouk. Ces succès inquiètent ses opposants qui ne veulent pas d'un nouveau dictateur de la trempe de Kadhafi. Mais il est dans les faits celui qui a autorité sur la plus grande partie du territoire libyen. Un territoire sur lequel sont regroupées les réserves de pétrole du pays. 8 ans après le début de la révolution dans le pays, le chaos règne. Le conflit entre les deux parties affaiblit chaque jour un peu plus les structures étatiques.
3 fois proposé, 3 fois rejeté, même en ayant mis sa démission dans la balance. La première ministre britannique Theresa May a échoué à faire voter par la Chambre des communes l'accord sur le Brexit qu'elle a conclu en novembre avec l'Union européenne. Bientôt 3 ans après le vote du référendum, l'avenir du Brexit paraît plus confus que jamais. Pour y voir plus clair, retour sur les grandes étapes de cette crise historique. 23 juin 2016, les Britanniques votent par référendum la sortie de l'Union européenne. Un mot va ensuite faire le tour du monde. Brexit. Brexit est un mot valise composé des termes British et Exit. On le retrouve écrit pour la première fois en 2012 sur le blog de ce monsieur. Et 4 ans plus tard, Brexit entre dans le dictionnaire avec cette définition. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et le processus politique qui l'accompagne. Rapidement, le Brexit c'est plus qu'un mot, c'est une question politique et juridique. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. Mais quand elle prononce cette phrase, 2 jours avant le début de son mandat, Theresa May est loin de s'imaginer que le Brexit va plonger son pays dans sa plus grande phase d'incertitude depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Brexit est un divorce, une séparation. Ça ne peut être que négatif. It's a disaster. Pour comprendre comment les Européens ont pris la main sur les négociations du Brexit, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé à Bruxelles les 28 et 29 juin 2016. Quelques jours après le référendum, les 27 dirigeants font preuve d'une unité et d'une fermeté insoupçonnées. Ce qui les soude, c'est qu'en coulisses, on redoute une implosion de l'Europe. C'est la première fois qu'un pays s'en va. Ça mettait chaque Européen devant sa responsabilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pays qui allaient partir ? Les 27 indiquent qu'il n'y aura aucune négociation tant que la procédure de sortie de l'UE n'est pas officialisée. Et pour cela, il faut que l'article 50 du traité sur l'Union européenne soit déclenché. Ça va leur permettre 2 choses. D'abord, de s'organiser. De notre côté, nous nous sommes préparés très sérieusement, puisqu'on a eu du temps. Michel Barnier prend le poste de négociateur en chef des Européens le 1er octobre 2016. Nous avons décidé de jouer la transparence, de dire tout en temps réel aux 27 gouvernements, de dire tout en temps réel au Parlement et de publier à l'égard des journalistes, des citoyens, des documents de négociation, ce qui ne s'était jamais fait. Au contraire, la situation est beaucoup moins ordonnée dans le camp du Royaume-Uni. One of the things that people frequently allude to is the absence of preparation inside the UK system. L'article 50 a aussi permis aux Européens de prendre la main sur le calendrier. Pressés par Bruxelles, les Britanniques déclenchent la procédure de divorce le 29 mars 2017 sans savoir clairement où ils veulent aboutir. Le piège se referme car la négociation étant serrée dans un délai de 2 ans, les 27 maîtrisent désormais l'horloge. 2 obstacles vont particulièrement ralentir Theresa May. Le premier se trouve dans les urnes lors des législatives anticipées de juin 2017. Décidé par la première ministre pour augmenter sa majorité absolue au Parlement, le vote la lui fait perdre. Après cette débâcle, elle doit s'allier avec un parti extrémiste irlandais, le DUP, qui pèse sur toutes ses décisions. Or, trouver une majorité au Parlement est la clé du succès. En cas d'échec pour ratifier l'accord, ce qu'on appelle le no deal, le Royaume-Uni s'orienterait vers un Brexit dur. Le 30 mars 2019, il pourrait ainsi perdre l'accès au marché intérieur européen et les avantages de plus de 700 accords. Un coup perdant pour Theresa May. Le deuxième obstacle, c'est la quantité de dossiers à gérer. Avec mon équipe, nous avons mis sur la table, dès le début, tous les points d'incertitude créés par le Brexit. Et parmi les centaines de dossiers très concrets à traiter, prenons quelques exemples. Le coût du divorce, environ 40 milliards d'euros car les Britanniques s'étaient engagés dans le budget 2014-2020. La question des transports aériens ou routiers, ou le statut des Britanniques dans l'UE et des Européens au Royaume-Uni. Comme tout divorce, ça crée de l'incertitude, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de conséquences humaines, sociales, juridiques, économiques, techniques, financières, qui ont été très largement sous-estimées. Le point le plus épineux des négociations se trouve à plus de 500 km de Londres. C'est celui de la frontière irlandaise et ça mérite un petit détour. Le Royaume-Uni est composé de 4 pays.
L'Irlande du Nord partage une frontière terrestre avec la République d'Irlande, membre de l'UE. Depuis l'accord de paix de 1998, cette frontière a en réalité disparu. Mais avec le Brexit, se pose la question de son rétablissement. Or, si on la rétablit, la paix est menacée. Et si on la laisse ouverte, l'Irlande du Nord deviendra un sas d'entrée pour les marchandises illégales vers l'UE. Seule solution, maintenir l'Irlande du Nord dans le marché unique, au moins tant qu'une autre solution n'est pas trouvée. C'est le backstop. L'assurance contre le retour de la frontière imposée par l'UE au Royaume-Uni. Mais c'est une situation intolérable pour le DUP qui vaut une tentative de réunification de l'Irlande. Même chose pour les hard Brexiters qui craignent que cette mesure temporaire devienne durable. Dès lors qu'on maintenait l'union douanière ou une fiction d'une union douanière, les Brexiteurs disaient que finalement l'Europe continuerait à imposer ses règles. Le problème, c'est que personne n'a trouvé mieux que le backstop. If it is only an insurance mechanism, nobody wants to use it. Not in Dublin, not in London, not in Brussels. Sur tous ces dossiers très techniques, les Européens se montrent performants durant les négociations qui durent 1 an et demi et qui aboutissent à ce document. C'est un document juridique, c'est un traité avec 600 pages qui apporte des réponses juridiques ou des garanties là où le Brexit crée de l'incertitude. Nous l'avons signé avec Theresa May, pas contre elle, avec elle et avec son gouvernement. Donc il n'y a pas de punition, il n'y a pas de revanche, jamais. Mais il y a le traitement objectif, pratique, concret de toutes les questions créées par le Brexit. Du côté britannique, les négociations ont été moins bien vécues. I know how the EU works, and I know the people on the other side of the table, and I know they're brilliant at setting up a process, and I knew that the process would be designed in stages, you know, in the way it was, to sort of screw the maximum out of the Brits on both the Irish border question and the money question. You know, they're very good at process. The trouble is they've screwed the Brits so effectively that the deal may collapse. Et en effet, le Parlement britannique rejette l'accord le 15 janvier 2019. It is clear that the House does not support this deal. Puis à nouveau le 12 mars. Mr. Speaker, I beg to move. Certains députés estiment que Theresa May a fait trop de concessions, d'autres qu'il vaudrait mieux rester dans l'Europe. Respect for democracy. This is a national crisis. History will judge you at this moment. This House should deliver the Brexit that the British people voted for. Order. A lot of very noisy barracking. Faute d'accord, Londres et Bruxelles s'entendent pour un court report de la date de sortie de l'UE. This delay is a matter of great personal regret for me. 29 mars 2019, elle tente un 3e vote sur son accord. Mais la réponse est toujours la même. The noes have it. Le Royaume-Uni est dans l'impasse, comme pris au piège de l'unique stratégie de Theresa May, jouer la montre, qui jusque-là n'a jamais porté ses fruits. Theresa May m'a donné l'impression d'être une femme très prudente, qui ne voulait pas se précipiter. Mais ça a été le cas. Qui voulait donc que le temps fasse son œuvre. C'est pas toujours un bon principe, hein, le temps qu'on donne au temps, notamment dans une négociation. Donc elle croyait que progressivement toutes les réserves du côté européen allaient être gommées et que sur le plan politique intérieur, elle finirait par trouver une majorité. En tout cas, quelle que soit l'issue du Brexit, ses conséquences, elles, sont déjà là. Des Britanniques profondément divisés. Une vie politique phagocytée par un accord qui paraît impossible. Tired of MPs talking about nothing else but Brexit. Un Royaume-Uni plus désuni que jamais, avec les menaces sur la paix en Irlande et une Écosse europhile qui se met à reparler d'indépendance. Scotland will have a choice. An independent European nation. Tandis que sur le continent, le Brexit a surtout permis de faire disparaître la plupart des velléités de sortie de l'UE. La première ministre britannique Theresa May, très affaiblie dans son camp par sa gestion du dossier du Brexit, a d'ores et déjà annoncé qu'elle démissionnerait dès qu'un accord de divorce avec l'Union européenne serait approuvé au Parlement.
Le dimanche 21 avril dernier, au Sri Lanka, 8 explosions ont eu lieu principalement dans des églises et des hôtels de luxe de la capitale Colombo. Bilan, au moins 290 morts et plus de 500 blessés. Parmi les victimes, 31 étrangers, dont un Français. À l'origine de ces attaques suscitent, selon le gouvernement, un mouvement islamiste local, le NTJ. Mais les djihadistes de l'État islamique ont revendiqué le massacre en publiant une vidéo de 8 hommes prêtant allégeance. 10 jours avant les attentats, une alerte avait en effet été diffusée auprès des services de police, laissant craindre des attaques contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. Dimanche 21 avril, au Sri Lanka. Entre 8h30 et 9h du matin, à Colombo, la capitale du pays, 4 explosions retentissent presque simultanément. L'église catholique de Saint-Antoine, où est célébrée une messe de Pâques, est touchée. 3 hôtels de luxe, le Cinnamon Grand, le Shangri-La et le Kingsbury, sont également frappés. Au même moment, 2 autres églises sont attaquées. L'église catholique de Saint-Sébastien de Negombo et l'église évangélique Zion dans la ville de Batticaloa. Enfin, quelques heures plus tard, 2 nouvelles explosions ont lieu en banlieue de Colombo. L'une dans une maison d'hôtes de Deiwala et une autre dans une maison de Dematagoda où 3 policiers menaient des recherches. Au total, 8 explosions endeuillent le pays et font plus de 320 morts et plus de 500 blessés. Parmi les victimes figurent au moins 39 étrangers. Pour les autorités sri-lankaises, le NTJ, un mouvement islamiste local, serait à l'origine des attaques. 10 jours avant les attentats, une alerte avait été diffusée auprès des services de police. Selon cette alerte, le NTJ préparait des attentats contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. Après les attaques, un couvre-feu a été décrété sur l'ensemble de l'île pour une durée indéterminée. Seuls les touristes sont autorisés à se rendre à l'aéroport en présentant leur billet. L'accès à tous les réseaux sociaux a par ailleurs été bloqué par le gouvernement et pour assurer la sécurité, l'armée a été déployée dans les points sensibles de la capitale. Le Sri Lanka n'avait pas connu de telles attaques depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Cette guerre entre les séparatistes tamouls et l'armée avait fait près de 100 000 morts et les tensions interreligieuses restaient fortes sur l'île. Le pays est en effet divisé entre une majorité bouddhiste et des minorités hindouistes, musulmanes et chrétiennes. Il y a 1 an, l'état d'urgence avait déjà été décrété suite à des violences commises contre les musulmans par des groupes bouddhistes radicaux. Côté chrétien, une centaine d'incidents avaient été recensés en 2017. Mais les attaques du 21 avril sont les plus importantes que le pays ait connues. Le pasteur de l'église évangélique Zion, où 29 fidèles, dont 16 enfants, ont perdu la vie, a diffusé une vidéo dans laquelle il pardonne aux terroristes, indiquant que son église marche à la suite du Christ et a décidé de faire sienne aussi cette prière du Christ qui est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », tiré de Luc 23, le verset 24. Et c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec de nouvelles informations. N'oubliez surtout pas de nous retrouver sur notre page web www.lumièredumonde.tv, sur Facebook, Instagram et Twitter. Que le Seigneur vous bénisse.